et bon réveil, c'est le morning, vous êtes sur i24 News, merci infiniment de nous avoir choisis pour vous informer ce matin. On commence cette édition par les unes des journaux arabes et israéliens, c'est la revue de presse du Moyen-Orient. Cyril Amar, bonjour. Bonjour. Et on commence cette revue par les journaux jordaniens. À la une ce matin, le débat à la Knesset autour de la souveraineté israélienne sur le mont du Temple. Ah oui, la Jordanie, qui vous le savez, Barbara, est la gardienne de tous les lieux saints musulmans à Jérusalem. Et bien la Jordanie ce matin n'est pas contente, elle ne cache pas sa colère au lendemain de la session parlementaire israélienne. Si Israël devait appliquer sa souveraineté sur l'esplanade des mosquées, ce serait une violation du traité de paix de 1994, a accusé le gouvernement jordanien. Le Parlement à Amman, lui, est allé plus loin, annonçant le quotidien jordanien Al-Rad, qui veut dire demain en français dans le texte. Tous les députés jordaniens, vous le voyez sur ces images, présents lors de la session, ont voté en faveur de l'expulsion de l'ambassadeur d'Israël à Amman et du rappel de l'ambassadeur jordanien en Israël. Alors si le vote du Parlement n'est pas contraignant, le cabinet Netanyahou a toutefois tenu à rassurer le royaume hachémite. Le quotidien israélien en langue anglaise de Jérusalem Post, vous allez voir, annonce que selon le Premier ministre israélien, il n'y aura pas de changement du statu quo sur le mont du Temple. Direction le Liban également ce matin, 48 heures après, le Hezbollah confirme le raid israélien contre ses positions à la frontière syro-libanaise. C'était lundi soir, on s'en souvient. Oui, il a fait dans un communiqué publié par sa chaîne de télévision Al-Manar. Le Hezbollah a confirmé ce raid israélien contre l'une de ses positions dans la plaine de la Beka. Le mouvement chiite a affirmé qu'il riposterait au moment opportun et à l'endroit approprié. Le parti de Dieu libanais a toutefois démenti avoir subi des pertes au cours de cette attaque. Et pratiquement mot pour mot, vous allez le voir, les journaux proches du mouvement chiite libanais, le Hezbollah, As-Safir et Al-Akhbar choisissent quasiment les mêmes titres, flanqués des mêmes photos, celles de soldats israéliens. Une menace de riposte qui préoccupe Israël, nous dit le As-Safir. Un communiqué qui inquiète Israël, nous dit de son côté le Al-Akhbar. Alors pour l'expert militaire du Haaretz, Amos Harel, en publiant un tel communiqué, le Hezbollah sort du déni dans lequel il était plongé depuis 48 heures, parce que dans un premier temps, vous vous en souvenez, le mouvement avait donc refusé d'accepter ou de reconnaître que les Israéliens avaient mené un raid. Eh bien, ce communiqué témoigne d'un changement de tactique, voire d'un changement stratégique du mouvement chiite libanais. Jusque-là, écrit Amos Harel, le Hezbollah ne réagissait pas au raid israélien pour ne pas avoir à riposter, mais désormais les comptes entre Israël et le Hezbollah sont publics. Du coup, s'il décidait de riposter, bien le Hezbollah ne serait pas accusé d'être à l'origine d'une nouvelle escalade de violence avec Israël. Alors, menace réelle ou pas, en Israël, on ne veut prendre aucun risque, titre en une le Maariv israélien ce matin. Vigilance dans le Nord, c'est le titre en une du journal de centre droit qui annonce que le dispositif de sécurité autour des localités du nord d'Israël sera renforcé dès aujourd'hui. Et puis on termine par de la diplomatie à la une ce matin des journaux israéliens également. Netanyahou se rend la semaine prochaine à Washington pour prendre connaissance des nouvelles propositions américaines sur le processus de paix. Mahmoud Abbas, lui, menace une fois encore de faire capoter ces négociations. Et oui, pourquoi Abou Mazen a-t-il laissé éclater sa colère à Paris s'interroge ce matin le journal gouvernemental palestinien Al-Quds. La rencontre entre Mahmoud Abbas et John Kerry à Paris la semaine dernière s'est ponctuée avec perte et fracas, écrit le journal. Furieux, Abou Mazen aurait même, selon le quotidien, menacé de renverser la table après avoir pris connaissance des propositions de John Kerry, des idées démentes selon l'homme fort de Ramallah qui a menacé de faire capoter les discussions. Alors pourquoi un tel courroux ? Eh bien parce que selon Abbas, les Américains auraient tout simplement épousé les positions israéliennes, reconnaissance d'Israël en tant qu'État juif, annexion de 10 grands blocs d'implantation en Cisjordanie, présence israélienne le long de la vallée du Jourdain et cerise sur le baklawa, Barbara, faire du village de Beth Hanina et non de Jérusalem-Est, la capitale du futur État palestinien. Allez Barbara, on reste à Jérusalem avec cette initiative de la municipalité de la capitale israélienne, apprendre aux chauffeurs de taxi à mieux parler l'anglais. Et oui, objectif, améliorer le service touristique donné aux millions d'anglophones qui se rendent chaque année à Jérusalem. Un chauffeur de taxi ayant requis l'anonymat a salué l'initiative dans les colonnes du journal. Les Américains, a-t-il dit, sont riches et si je communiquais avec eux dans leur langue, ils me laisseront peut-être des pourboires plus généreux. Et puis avec l'anglais, je pourrais peut-être un jour foutre le camp, qui sait, et tenter ma
chance aux States pour palper des dollars en sonnant et en trébuchant. Pour Moshe, un autre chauffeur, plus grincheux, plus chauvin, mais moins enthousiaste, lui, les clients n'ont qu'à apprendre l'hébreu. Bon, c'est une solution aussi. Merci plus beaucoup. Difficile. Cyril, on se retrouve tout à l'heure. Vous êtes sur i24 News, nous sommes le jeudi 27 février. Voici les grands titres à la une de l'actualité. Oubliez Jérusalem comme capitale palestinienne. Les Américains auraient proposé à Mahmoud Abbas de faire du quartier de Beit Hanina leur capitale. C'est une information signée par le journal Al-Quds ce matin. En tout état de cause, Washington resserre la pression sur les deux parties. Obama relève ses manches et prévient personnellement Netanyahou qu'il a tout intérêt à accepter l'accord-cadre. Je vous rappelle que les deux hommes doivent se rencontrer à la Maison-Blanche lundi prochain. L'armée israélienne a renforcé ses effectifs sur le front nord, à la frontière libanaise. Le niveau d'alerte a été relevé après les menaces du Hezbollah de riposter quand bon lui semble au double raid de Tsahal lundi soir. Des frappes qui visaient directement le mouvement terroriste libanais. A noter cette information, Amnesty accuse Israël d'avoir la gâchette facile en Cisjordanie. Dans un rapport de 87 pages publié ce matin, l'organisation de défense des droits de l'homme dénonce le recours disproportionné, je cite, à la force contre les Palestiniens par Tsahal. Amnesty affirme que 45 Palestiniens ont été tués en 3 ans alors qu'il ne semblait pas poser de menace immédiate aux soldats israéliens. Enfin, Assad poursuit sa politique de la terreur. Le régime a arrêté et confisqué les biens des familles des représentants de l'opposition qui se sont rendus à Genève 2 pour parler de paix. Le département d'État américain a vivement condamné cette nuit. On en vient à ce véritable drame en Syrie. En réalité, ce sont ces millions de réfugiés qui ont tout perdu et qui ont dû fuir leur pays. Et l'ONU tire désormais la sonnette d'alarme. Les Syriens sont en passe de devenir le peuple de réfugiés le plus important au monde. Alors comment arrêter l'hémorragie? Existe-t-il des solutions? On en parle avec vous, Aude Markovitch. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes journaliste, correspondante pour Libération, la télévision et radio suisse également. Alors après 3 ans de guerre, les Syriens donc sont le premier peuple de réfugiés au monde. Concrètement, quelle est leur situation à ces millions de réfugiés? Alors ça dépend où ils se trouvent, ça dépend de la situation économique dans laquelle ils sont issus. Donc les premiers pays d'accueil, c'est les pays limitrophes. Le premier pays qui a construit des camps de réfugiés à la frontière, c'est la Turquie. Il y a bien sûr le Liban, la Jordanie et le Kurdistan irakien. Alors, au Liban, on a différents... D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a à la fois des camps de réfugiés et puis à la fois des réfugiés qui vivent dans des familles qui étaient peut-être leurs cousins éloignés et qui ont été les premiers, en fait, à supporter, entre guillemets, le poids de la crise, de la guerre en Syrie. Alors, qu'est-ce qu'on trouve au nord de la Jordanie? On trouve un immense camp de réfugiés qui est devenu pratiquement une ville, qui s'appelle le camp de Zaatari, qui, au départ, devait accueillir quelques milliers de personnes. Et aujourd'hui, on en est donc en tout, le total des réfugiés syriens, c'est 2,4 millions de personnes. Et c'est ça vraiment le problème, c'est qu'au départ, on pensait que la situation serait temporaire, qu'il s'agissait d'une crise qui allait passer. Rappelez-vous, on pensait que Bachar el-Assad tomberait rapidement. Cette guerre s'enlise, ça fait 3 ans de guerre, et donc forcément que le nombre de réfugiés augmente et leur poids en fait sur les économies de la région est aussi de plus en plus lourd à porter. On peut dire aujourd'hui que ces pays sont déstabilisés par ces vagues d'immigration? Certainement, certainement. En Jordanie, on voit de plus en plus de manifestations en Jordanie de la population qui critique l'afflux massif de ces réfugiés. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'emploi, il y a un problème de logement en Jordanie, et forcément que c'est un poids de plus en plus important. Au Liban, le Liban, c'est un problème encore plus sensible parce qu'il y a un vrai problème politique sur le fait que ces réfugiés vont augmenter les différentes catégories ethniques, entre guillemets, dont ils sont issus, et donc nourrissent, si vous voulez, le conflit toujours larvé au Liban. Est-ce qu'on peut imaginer que ces réfugiés dans ces pays-là, en Jordanie, en Turquie, au Liban, s'installent dans ce pays définitivement? Que vont devenir ces camps? Alors bon, la région, c'est pas la première fois qu'il y a des réfugiés. Hein. Les réfugiés palestiniens, c'est certainement l'événement historique le plus important des réfugiés dans la région.
on a vu effectivement des camps de réfugiés palestiniens qui jusqu'à aujourd'hui existent en Syrie, au Liban, et qui ont, au Liban notamment, déstabilisé politiquement la région. On ne sait pas très bien. Par contre, la Jordanie est aussi habituée aux réfugiés irakiens. Il y a eu beaucoup de réfugiés irakiens qui sont venus pendant la guerre en Irak, en Jordanie, et une grande partie d'entre eux est repartie. Le problème aujourd'hui en Syrie, c'est qu'on ne voit pas aujourd'hui la fin du conflit et qu'il y a des réfugiés internes. Donc il y a plusieurs millions de déplacés internes, c'est-à-dire des Syriens qui sont déplacés à l'intérieur de leur propre pays. Et donc la carte entière de la Syrie qui est en train d'être reconstituée de manière ethnologique. On ne voit plus du tout les mêmes personnes aux mêmes endroits. Qui s'occupe de ces camps de réfugiés dans ces pays limitrophes? Qui les finance? Alors d'abord, la Turquie, c'était, donc, comme je vous disais, le premier pays qui avait construit des camps et qui donne de l'argent pour aider ces réfugiés. Après, évidemment, il y a les organisations internationales comme le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, qui a des camps dans la Bekaa libanaise, par exemple, parce que le Liban, contrairement à la Jordanie et à la Turquie, ne construit pas de camps de réfugiés parce que ne veut pas justement que la situation s'installe, puisqu'ils ont cette mauvaise expérience avec les Palestiniens. Il y a une frilosité de ces pays-là, finalement. Hein. Ça dépend lesquels. On est vraiment dans des situations chaque fois différentes. Et l'Europe, dans tout ça, il y a aussi des organisations, ça c'est assez intéressant, des organisations islamistes qui profitent, entre guillemets, de la situation pour... qui profitent, c'est-à-dire qui donnent des largesses à ces réfugiés dans l'espoir peut-être de les récupérer plus tard. Alors l'Europe, le premier pays européen à accepter aujourd'hui les réfugiés, c'est la Suède, qui a décidé donc l'année dernière d'accorder l'asile automatique à tous les réfugiés syriens. Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque un appel d'air, et donc ça provoque aussi de la part des réfugiés syriens une tentative de rejoindre la Suède par mer. On voit des réfugiés syriens qui partent par bateau, notamment d'Égypte, avec des catastrophes maritimes, comme on peut l'imaginer, de bateaux de réfugiés. Et le sud de l'Europe, qui souffre déjà beaucoup des vagues d'immigration, de manière générale, notamment de l'Afrique. Elle gère le problème comment? Ces bateaux qui arrivent, qui veulent atteindre la Suède, passent par l'Italie. Et donc, on arrive effectivement toujours avec ce chemin. Alors, aujourd'hui, les réfugiés syriens cherchant à atteindre la Suède ne font que passer par l'Italie, sachant que... Mais même la Suède, aujourd'hui, qui est un pays de 9 millions d'habitants, c'est pas une très grosse population, parle d'un afflux massif, problématique pour elle, de réfugiés syriens. Alors un mot des réfugiés palestiniens, vous connaissez bien le dossier, vous êtes allé les rencontrer notamment au Liban. Comment ça se passe? Ils sont aujourd'hui des doubles réfugiés, d'abord palestiniens, ensuite syriens? Non, alors on parle de réfugiés palestiniens en Syrie, pas au Liban. Là, on parle de réfugiés palestiniens qui aujourd'hui vivent dans des camps en Syrie, notamment le camp de Yarmouk, et qui effectivement sont pris entre deux feux. Donc on avait des organisations palestiniennes qui ont soutenu très longtemps le Bachar el-Assad. Donc le Hamas et le djihad islamique avaient leur siège politique à Damas, jusqu'à ce qu'ils décident de retirer leur siège politique de la capitale syrienne, changent leur politique. À partir de là, les Palestiniens de Syrie se retrouvent entre deux feux, et effectivement, ils sont partie de cette masse de réfugiés qui arrivent, et ils sont particulièrement fragilisés dans une situation particulièrement critique, comme vous dites, les doubles réfugiés. Alors, on l'oublie peut-être souvent, mais Israël est lui aussi un pays voisin de la Syrie. Il n'y a pas de réfugiés syriens en Israël parce que ce sont des pays ennemis. En revanche, un hôpital de campagne à la frontière existe et soigne les réfugiés syriens. Est-ce qu'Israël devrait en faire plus? Alors... L'hôpital de campagne a été créé pour des motifs d'urgence et il n'est pas actif en ce moment. Par contre, ce qui est actif, effectivement, il y a 4 hôpitaux dans le nord d'Israël qui accueillent des blessés qui viennent spontanément à la frontière. On parle d'un peu plus de 700 blessés syriens qui ont été soignés depuis une année, parce que le phénomène a commencé il y a exactement une année, où 7 premiers Syriens se sont présentés à la zone frontalière entre la Syrie et Israël, et il a été décidé de les laisser entrer. Il y a donc c'est essentiellement des hommes, mais aussi des femmes et des enfants qui sont présents. Est-ce qu'Israël devrait en faire plus? De toute façon, tout le monde devrait en faire plus. Je pense que c'est assez clair. Oui, Israël devrait en faire plus, devrait en accueillir davantage. Si vous me posez la question, mon avis personnel, c'est celui-là.
Alors, un mot sur la situation humanitaire, de manière générale en Syrie. L'ONU a voté finalement à l'unanimité samedi dernier une résolution humanitaire pour la première fois qui exige entre autres la libre circulation et l'accès à l'aide humanitaire à l'intérieur du pays. Est-ce que Assad va accepter cette résolution et l'appliquer? Vous me posez la question à moi? Je ne sais pas, mais on parle de ça. Là, on parle vraiment de ça, de ces personnes déplacées, de ces civils qui sont aux premières loges du conflit. 9,5 millions de Syriens dans le besoin à l'intérieur de la Syrie, c'est la moitié de la population. Oui, et absolument, une population d'environ 20 millions de personnes. On a vu à un moment donné où le gouvernement syrien avait accepté à Homs, si je ne fais erreur, de laisser sortir plusieurs centaines de civils. Et au moment où ces civils sont sortis, c'était donc des familles entières, il y a eu une centaine ou quelque chose comme ça d'hommes qui ont été arrêtés et questionnés et dont on n'a pour l'instant pas de nouvelles. Donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est faisable de la part du gouvernement, mais il n'est jusqu'à présent ne tient pas ses promesses face à la communauté internationale. Merci beaucoup Aude Markovic d'être passé nous voir ce matin. À suivre dans le morning, le Merkava fête ses 35 ans. Il s'agit de ce premier tank made in Israël. Il est considéré comme l'un des meilleurs chars d'assaut au monde et est parfaitement adapté aux besoins de Tsahal. Tous les détails et les images après un nouveau journal. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous ce jeudi matin et on poursuit avec cette annonce du Hezbollah qui ripostera au raid israélien mené sur le sol libanais. C'était lundi soir, c'est ce qu'a annoncé donc le groupe terroriste en précisant qu'il répondra en temps voulu et sous la forme qu'il choisira. Alors est-on aux portes d'une nouvelle confrontation entre Israël et le Hezbollah? Élément de réponse en images. C'est par l'intermédiaire de sa chaîne de télévision Al-Manar que le Hezbollah finit par reconnaître que l'une de ses bases a été la cible d'une frappe israélienne. Ce lundi soir, 24 février, des avions de l'ennemi israélien ont bombardé un site du Hezbollah à la frontière libano-syrienne, près du village de l'Ajanta, dans la région de la Beka. Cette annonce marque un tournant depuis la deuxième guerre du Liban en 2006. Véritable ennemi juré, Israël et le Hezbollah avaient opté ces dernières années pour une confrontation clandestine, évitant soigneusement une nouvelle escalade militaire. Premier épisode marquant, l'assassinat d'Imad Mournier à Damas en février 2008, dans une action attribuée au Mossad. Le mouvement chiite libanais va mettre 4 ans pour se venger. Après plusieurs tentatives avortées en Azerbaïdjan et à Chypre, il finit par échapper à la vigilance des services de renseignement israéliens. À Bourgas, en juillet 2012, un kamikaze se fait exploser dans un autobus rempli de touristes israéliens. L'attaque fait 7 morts et 32 blessés. Cette agression israélienne ne restera pas sans réponse de la part de la résistance. La résistance choisira le moment opportun et l'endroit approprié pour riposter. En s'engageant à mener des représailles, le Hezbollah prend le risque de changer les règles du jeu avec Israël. L'an passé, le mouvement du Cheikh Hassan Nasrallah n'a jamais répondu aux 6 attaques attribuées à l'aviation de Tsahal contre des convois d'armes et des stocks de missiles que son allié, le régime d'Assad, s'apprêtait à lui transférer. Mais cette fois, la frappe israélienne menée contre l'une de ses bases stratégiques de la Beka, au cœur du territoire libanais, s'apparente à un casus belli. Reste à savoir quelle option plausible s'offre au Hezbollah, embourbé dans le conflit en Syrie et traqué par les djihadistes d'Al-Qaïda. Maxime Pérez, bonjour, c'est vous qui signez ce reportage, vous êtes notre spécialiste des affaires militaires. Alors après cette menace du Hezbollah, est-ce que Tsahal est sur le qui-vive à la frontière avec le Liban ? Il faut savoir, Barbara, qu'on n'engage pas côté israélien d'opérations ou de frappes contre le Hezbollah sans se préparer à des représailles de ce mouvement. Ce sont les règles du jeu et Israël a pris les devants depuis plusieurs semaines en déployant des batteries antimissiles dans le nord du pays autour notamment du golfe de Rafah, des systèmes dômes de fer. Il faut savoir aussi que dimanche, et c'était avant l'annonce du raid lundi soir, qu'une division d'infanterie israélienne, la 36e division d'infanterie, est venue renforcer une autre division déjà en place sur le Golan, une division blindée. Elle a été déployée dans le secteur
contestée, sensible, des fermes de Sheba qui jouxtent à la fois la Syrie et le Liban. C'est un secteur que le Hezbollah prend souvent pour cible. C'est là qu'avaient été capturés des soldats israéliens en 2000. Et voilà, ça prouve qu'Israël a pris les devants et qu'évidemment, il y a un état d'alerte renforcé certainement par les menaces du Hezbollah exprimées. Un scénario dramatique d'une nouvelle confrontation, une nouvelle guerre peut-être entre le Hezbollah et Israël est imaginé par l'état-major en ce moment ? Il y a 3 scénarios qui sont à l'étude. Évidemment, le premier auquel on pense, c'est celui d'une escalade à la frontière nord, le pilonnage de localités au nord du pays. C'est la riposte auquel nous a habitués le Hezbollah depuis les années 90, 2000 même, et à plus forte raison pendant la deuxième guerre du Liban. Mais il y a d'autres scénarios qu'envisagent avec autant d'inquiétude les responsables israéliens. Le cas d'attaques frontalières avec éventuellement la capture de soldats, comme en 2006, des attaques contre des représentations diplomatiques à l'étranger, des attaques contre des touristes israéliens dans des lieux qu'ils fréquentent, comme en Bulgarie en 2012, et évidemment la possibilité, via des cellules terroristes composées d'Arabes israéliens affiliés au Hezbollah, des tentatives d'assassinat contre des politiques israéliens. Voilà pour ce dossier, Maxime. On continue de parler de l'armée israélienne avec vous, avec cet anniversaire. C'est le Merkava qui fête ses 35 ans. C'est le premier tank made in Israël. Alors il est présenté dans le pays comme l'un des meilleurs blindés au monde. Pourquoi ? Alors c'est une grande fierté israélienne, ce char Merkava, vous avez bien fait de le rappeler. Il y a tout un mythe autour de ce tank, un mythe d'indestructibilité qui a toujours été associé au Merkava depuis son apparition sur le champ de bataille dès la première guerre du Liban en 1982. En réalité, tout cela est dû au fait que ce char a été conçu et pensé pour assurer, pour maximiser au mieux la survie de son équipage. Alors il y a toutes sortes de particularités dans ce tank, notamment le fait d'abord que le moteur se situe à l'avant, ce qui offre une protection renforcée à l'équipage, parce qu'on va tendance à vouloir protéger davantage le moteur. La sortie du tank est à l'arrière, ce qui permet à l'équipage donc de sortir par l'arrière du tank et même de charger des missiles sans être exposé à des tirs ennemis. Puis bien sûr, il y a le blindage du Merkava, un blindage intelligent, un blindage modulaire en plusieurs couches qui va en fait tout simplement limiter l'impact des projectiles, des roquettes anti-chars ou des charges explosives. Alors c'est un engin qui a quand même montré ses limites, notamment pendant cette deuxième guerre du Liban en 2006. Oui, le char Merkava va faire face pour la première fois à une roquette anti-char extrêmement sophistiquée, le Kornet de fabrication russe. C'est un missile anti-char à guidage laser dont la particularité est qu'il explose après avoir perforé le blindage. Et évidemment, les tanks israéliens n'étaient pas préparés à ce genre de projectiles. Il y a plus d'une trentaine de tanks Merkava qui vont être lourdement endommagés, voire détruits par ces chars, notamment pendant la célèbre bataille de Wadi Salouki, quelques jours avant l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Et au total, il y aura quand même 19 soldats israéliens, membres d'équipage de Merkava, qui vont périr dans ces attaques. Et alors depuis, on a changé certains aspects de ce tank, on l'a modernisé ? Oui, il y a une révolution incroyable qui s'est déroulée sur le champ de bataille, qui est le fait de l'industrie militaire israélienne. C'est l'apparition du système Trophy. C'est un système antimissile conçu pour les blindés, conçu pour le char Merkava. Alors en quoi ça consiste, ce système Trophy ? Ce sont 4 capteurs qui vont être placés aux extrémités du tank et qui vont générer un champ magnétique de 360 degrés qui va en fait court-circuiter le projectile ennemi dès que celui-ci s'approche du tank. Et en fait, cela provoque l'explosion de la charge explosive, de la roquette, avant même qu'il ne touche le blindage. Donc évidemment, cela est encore un élément qui va à la faveur de l'équipage. Il existe ce système, il fonctionne ? Il est opérationnel, il existait, il était en test au moment de la guerre du Liban, et aujourd'hui il est déployé sur l'ensemble des Merkava 4, qui est le blindé le plus avancé actuellement en service dans l'armée israélienne. Merci beaucoup, Maxime Perez, d'être passé nous voir. Restez avec nous sur le plateau du Morning.
Vous êtes sur i24 News, nous sommes le jeudi 27 février. Voici les grands titres à la une de l'actualité. Oubliez Jérusalem comme capitale palestinienne. Les Américains auraient proposé à Mahmoud Abbas de faire du quartier de Beit Hanina leur capitale. C'est une information signée par le journal Al-Quds ce matin. En tout état de cause, Washington resserre la pression sur les deux parties. Obama relève ses manches et prévient personnellement Netanyahou qu'il a tout intérêt à accepter l'accord-cadre. Je vous rappelle que les deux hommes doivent se rencontrer à la Maison-Blanche lundi prochain. Et on vient d'en parler, l'armée israélienne a renforcé ses effectifs sur le front nord à la frontière libanaise. Le niveau d'alerte a été relevé après les menaces du Hezbollah de riposter quand bon lui semble au double raid de Tzahal lundi soir. A noter ce matin également qu'Amnesty accuse Israël d'avoir, je cite, la gâchette facile en Cisjordanie. Dans un rapport de 87 pages publié ce matin, l'Organisation de défense des droits de l'homme dénonce le recours disproportionné à la force contre les Palestiniens par Tzahal. Enfin, Bachar al-Assad poursuit, lui, sa politique de la terreur. Le régime a arrêté et confisqué les biens des familles des représentants de l'opposition qui se sont rendus à Genève 2 pour négocier une sortie de crise. Le département d'État américain a vivement condamné cette nuit. Il est l'heure de notre chronique consommation et tendance avec vous, Johan Waki. Bonjour. Bonjour Barbara. Alors ce matin, c'est un sujet sensible, une analyse risquée. Vous vous lancez dans les séries télé des années 90 pour comprendre quel impact elles ont eu sur notre génération. Exactement. Alors Barbara, comme vous le disiez, toute une génération de trentenaires a grandi avec les séries télé des années 90, que ce soit avec Friends, Melrose Place ou Beverly Hills du côté américain, ou version française avec Hélène et les garçons ou encore Sous le soleil. Nous avons tous été bercés par les histoires de leurs personnages sans forcément avoir conscience des conséquences qu'elles auraient plus tard sur notre comportement. Alors plus tard, c'est aujourd'hui, et c'est le site internet Vice qui nous livre une analyse très critique sur ce que ces séries nous ont mis dans la tête, ce que ces séries nous ont mis de mauvais dans la tête. Prenons par exemple la série Friends, dont la diffusion a débuté il y a une vingtaine d'années, et qui présentait les aventures de 6 New-Yorkais célibataires dans leur vingtaine, Monica, Phoebe, Rachel, Ross, Chandler et Joey. Une série dont l'objectif était d'inspirer toute une génération, avec des jeunes gens bien sous tout rapport, sans problème de drogue ou d'alcool, mais tout simplement des désirs de construction d'une histoire sentimentale et d'une réussite professionnelle assurée. Quel est le mal ? Pourquoi ça nous a influencé de manière négative ? Alors à première vue, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose, on voit pas vraiment ce qu'il y a de mal, et pourtant, en creusant un peu plus, il est vrai que parfois le mode de vie de ces personnages nous a fait croire inconsciemment, par exemple qu'on pouvait être serveur ou masseuse à mi-temps et vivre en plein cœur de Manhattan dans un très bel appartement, ou qu'on pouvait vivre avec ses meilleurs amis et que ça se passerait super bien, ou encore que le fait de ne pas avoir d'enfants avant 35 ans était une bonne idée. Alors voilà, on voit que toutes ces petites choses qui ont fait le succès de la série a créé, je reprends les mots de Vice, une génération d'idiots et de névrosés. Alors sans aller aussi loin, voilà, on peut se rendre compte qu'effectivement, on a parfois des éléments un peu fragiles. Je vais prendre un autre exemple avec la fameuse idylle de Ross et Rachel pour les fans de Friends qui devront absolument voir de quoi je parle, qui nous a finalement donné une vision un peu réductrice des genres et des relations de couple qui nous colle à la peau encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les garçons frustrés et de l'autre les filles qui attendent le prince charmant. Et pour reprendre donc Ross et Rachel, on a tous finalement autour de nous une histoire à la Ross et Rachel. Avant eux, on était soit célibataires, soit en couple, soit mariés, voire divorcés. Après Ross et Rachel, on était en pause. We were in a break. Ah, c'est un peu le statut, c'est compliqué de Facebook 20 ans en avance. C'est vrai, voilà, donc on le voit. C'est vrai, c'est on a rentré même dans cru, les annales. Exactement, on a même cru que c'était une bonne idée finalement de plus savoir où on en était, de se séparer, de se remettre ensemble, d'attendre, de voir. Bon, voilà, tout ça, c'est pas simple, quoi. Vous êtes sérieux ? Vous pensez vraiment que ça nous a influencé profondément Bien sûr, sur ça nous nos a vies ? influencé. Écoutez, il y a qu'à se balader dans les bureaux de la rédaction d'I24 pour voir le fameux geste de Friends traîner parfois, voilà, le geste des deux mains. Bon, mais ça, c'est un gimmick. Maxime, est-ce que Friends a influencé votre façon de voir la vie ? C'est une question délicate, mais c'est extrêmement philosophique. On se retrouve évidemment dans certains aspects qu'a décrit notre ami. Et, je ne sais pas, certainement consciemment. Quelque part, écoutez, je prends un autre exemple, les prénoms de toute une génération née dans les années 90, les Kelly, les Brandon, les Brian, les Dylan, les Curtis, ça vient évidemment sans aucun doute de l'influence de ces séries. Donc il n'y a pas que Friends, il y a eu d'autres séries aussi. Il n'y a pas que Friends, il y a eu toutes les séries. Alors on en parlait en introduction avec Beverly Hills, qui a évidemment influencé l'espèce de rêve américain version années 90, ouais, exactement.
Un rêve bling-bling plutôt. Un rêve bling-bling. Un rêve bling-bling, oui, un rêve différent en tout cas du rêve américain du début des années 90. Si on part en France, pour le coup, et qu'on regarde ce qui s'est passé avec Hélène et les garçons ou Sous le soleil, bon, là on est dans un cadre complètement différent. Et c'est vrai que finalement, le côté un peu niais de ces séries nous ont mis des choses un peu moins violentes dans la tête. C'est-à-dire que tout de suite, on s'est rendu compte que passer ses journées à la cafette ou au garage, c'était pas forcément... Enfin, ça faisait rêver personne déjà. Et puis, c'était pas forcément possible. Si on prend l'exemple de Sous le soleil, Jessica, cette jeune américaine qui débarque à Saint-Tropez, qui en quelques années monte une école de danse, un bar, et puis finalement devient maire de Saint-Tropez. Enfin voilà, c'est tellement invraisemblable finalement que ça nous a pas mis grand chose dans la tête. Le côté sournois des séries... d'identification parce qu'on n'y croit Exactement. pas. Ouais. On n'y croit pas. Le C'est pas côté bien sournois des séries américaines, c'est que vu que c'est très bien fait, C'est ça. on s'est même pas rendu compte des idées que ça nous avait mis dans la tête. On y croit. On y croit, on a envie, ça devient un mode de vie quoi presque. On a d'autres exemples de séries où On a parle d'autres d'autres exemples de choses séries. En fait, on pourrait reprendre ces exemples pour toutes les séries et la liste serait assez longue. Je vous propose de parler d'autre chose. On va parler de poolside.fm. C'est un site internet qui vous propose de recréer votre clip vintage des années 90. C'est-à-dire, vous choisissez des images, des vidéos, donc en basse définition. On a des filles dans les piscines, on a des cocktails de toutes les couleurs et on choisit les images très années 80, c'est ça. Les images très années 80. On choisit une musique selon une playlist très années 80 aussi et vous pouvez éditer votre clip typique des années 80-90 à votre sauce. Voilà, on n'arrête pas le vintage. Mais ça sert à quoi décliné à rien du tout. C'est juste passer un petit moment sympa. On se retrouve plongé dans un univers de cassettes VHS de mauvaise qualité. Vous dites et de en fait musique que de notre mauvais génération est nostalgique? Il y a une nostalgie, bien sûr. Il y a une nostalgie d'une époque qu'on n'a même pas forcément connue, en fait. Parce que personnellement, dans les années 80, j'allais pas au bord de la piscine avec des filles en maillot de bain. Et des cocktails. Et des cocktails. Et pourtant, on a ces images ancrées dans notre tête. Ouais. Voilà. Ok, on écoute un petit peu de musique? On écoute une musique et je vous propose de terminer en musique avec l'extrait du générique de Friends, car malgré tout ce que je viens de vous dire, je les remercie personnellement de m'avoir d'avoir bercé mon adolescence. Voilà, merci beaucoup, Johan, d'être venu ce matin. Merci Maxime Perez. À suivre dans le Morning. On parle de ces nouvelles révélations dans l'affaire du prisonnier X. Vous vous en souvenez? C'est ce ressortissant australien employé par le Mossad et emprisonné dans le secret le plus absolu. On y revient après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. J'ai le plaisir d'accueillir à présent Michel Benami. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous signez un livre, un roman d'espionnage basé sur une histoire vraie. Alors ça s'appelle, je vais le montrer à la caméra, je ne sais pas si on va le voir, le voici, Une bombe à retardement aux éditions Contetto de Semric. Alors c'est quoi cette bombe à retardement? De quoi s'agit-il? Bien entendu, il s'agit de l'Iran et... En ce moment, on essaye, on fait tout ce qui est possible avec les États-Unis d'essayer quand même d'éviter cette bombe à retardement, de par les paroles essayer de régler les problèmes. Malheureusement, le temps presse et il y a une date limite à ces pourparlers. Et je suis de ceux qui pensent que cette guerre est inévitable. L'Iran qui va attaquer Israël, c'est inévitable ou l'inverse? Plutôt l'inverse, parce qu'une fois que l'Iran serait à 1 heure ou à 2 jours d'avoir une bombe atomique, Israël serait obligé d'attaquer l'Iran pour ne pas que l'Iran ait une bombe atomique. Une bombe atomique, c'est égal à Israël n'existe plus. Les États-Unis aussi comprennent ça, mais on ne voit pas les temps de la même manière. Pour les États-Unis, il y a le temps. Pour Israël, ça presse énormément. C'est une guerre régionale dans ces cas-là qui éclaterait? Ça a l'air d'être régional, seulement dans la communication, on le voit autrement. Pour moi, je vois aujourd'hui la Russie qui est rentrée en Ukraine. Pour les télés du monde entier, c'est des gens armés qui sont rentrés en Ukraine.
il n'y a aucune possibilité que cette guerre ne soit pas régionale. L'Iran est ancré dans toute la région, depuis Gaza au sud d'Israël, passant par le Liban, la Syrie, et l'Iran est un peu partout. Ça fait plus de 30 ans qu'on les a laissés faire, ça fait 35 ans qu'il y a eu la révolution en Iran. On laisse faire l'Iran, on a peur de l'Iran, on a peur des guerres, on ne veut plus des guerres après la Deuxième Guerre mondiale, mais malheureusement, les données sont autres. Alors revenons au livre, à l'histoire de ce livre donc, que vous avez écrit en hébreu et qui sort donc en plusieurs langues. C'est l'histoire d'un agent secret engagé par le Mossad et envoyé en Iran. Alors d'abord, une question, c'est votre histoire, c'est vous, cet agent secret ? Oui, bien entendu, pour des questions de censure, le livre a été un peu déformé, mais l'histoire reste l'histoire de quelqu'un, un professionnel de l'Iran, et qui vient dire sa façon de voir. Il y a eu le chef du Mossad qui pense qu'il faut s'éloigner de l'Iran, il ne faut pas attaquer l'Iran, il croit en les dirigeants de l'Iran. Il y a d'autres cas dans le Mossad qui pensent autrement. Dans mon cas, c'est pour ça que j'ai écrit un livre. Vous tirez la sonnette d'alarme sur le programme nucléaire iranien. Bien entendu, comme le Premier ministre a lu le livre et il sonne la même sonnette d'alarme, je la sonne, et aujourd'hui, plus le temps presse, plus je vais passer sur les plateaux de télé pour le dire, parce que... Qu'est-ce que vous avez découvert lors de vos nombreux voyages en Iran ? Il y en a eu plusieurs. La façon de gérer en Iran, c'est une façon de négocier, de jeter de la poudre dans les yeux de l'Occident. On va vous dire, oui, on ne fait pas marcher nos centrifuges. Non, on ne va pas avoir de bombes atomiques, c'est pour de l'électricité, c'est pour de l'énergie. Mais en fin de compte, si en Corée du Nord ça a marché, on vous a dit qu'on n'allait pas avoir de bombes atomiques et on l'a eu quand même, et une fois qu'on l'a, on est intouchable, ben on va faire la même chose. En Iran, ça est tellement clair, et il faut être à l'intérieur pour le comprendre. C'est même dans les titres de l'islam, la loi est passée religieuse que oui, on permet d'avoir à l'islam, ou au chef de l'islam, l'Empire perse pense que c'est lui le chef chiite, d'avoir une bombe atomique, une bombe de destruction massive. Même la loi religieuse a été changée pour ça. Ça ne fait aucun doute. L'Iran veut obtenir la bombe atomique. Bien sûr qu'il n'y a aucun doute. Personne ne va aller prendre des milliards de dollars de son budget national, et au lieu de devenir un Dubaï avec des trottoirs en marbre, on va aller créer une bombe. C'est pas pour rien. Personne ne jette l'argent par la fenêtre. Donc oui, l'Iran veut une bombe atomique. Alors surtout par rapport à la région. Vous êtes rendu dans les fameuses centrifugeuses. Oui. Qu'est-ce que vous y avez vu ? Je vois ce que les États-Unis ni l'ONU ne peuvent pas voir, parce qu'en Israël aussi, on a fait les mêmes techniques. Quand l'ONU est arrivée à Dimona pour voir si on avait une bombe atomique, il suffisait un jour avant de construire un mur, et il n'y avait pas de passage de l'autre côté. À l'université à Com, il y a 4 étages en dessous de l'université. Les 4 étages sont militaires. Jamais personne de l'ONU n'est arrivé. J'étais là-bas. Alors parlons de votre mission. Vous le racontez dans le livre. C'est de vous rapprocher d'un Iranien. Il s'appelle Ali Askari. Il deviendra même vice-ministre de la Défense. Comment vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés à Paris un peu par hasard, peut-être. Moi, je l'ai rencontré par hasard, mais j'ai compris plus tard que d'autres personnes étaient dans le coup. Et ça s'est bien passé parce que... D'autres personnes, le Mossad ? Peut-être même des services secrets français, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui. Mais la rencontre était par hasard, et ça s'est bien passé pour moi parce que je n'étais ni stressé, ni j'avais en tête des questions de militaire, ni voyager en Iran, ni rien du tout. Je rencontre un ami avec qui on prend un verre dans un bar parisien. À ce moment-là, vous êtes déjà missionné par le Mossad, ou vous les contactez après cette rencontre ? Moi, je les contacte après. Mais apparemment, eux, ils savaient d'avance. Alors, comment va se poursuivre cette amitié avec cet homme iranien ? Vous la faites sous une fausse identité ? Oui. La fausse identité est très simple. Comme je suis marocain, né au Maroc, avec un passeport marocain, j'arrive au Maroc, il fallait juste changer l'identité, prendre une identité de quelqu'un qui n'est pas juif, parce qu'on reconnaît dans les passeports marocains quelqu'un qui est juif ou pas. Et quand on arrive en Iran avec un passeport juif marocain, on est reconnu, donc il fallait juste changer de devenir un passeport non juif marocain. Qui vous livre ce faux passeport ? Dans le livre, ça se raconte, c'est les 3 premiers chapitres, donc il fallait en fait...
chaque agent du Mossad enfreint la loi. On prend d'autres identités, on triche, on tue, on fait des choses pour le pays. C'est vrai qu'on a triché le Maroc, on a triché l'Iran, mais c'est comme ça que ça marche. Vous allez parler de Benziger, la même chose. Une fois qu'Israël va penser que peut-être il va tricher Israël, même Israël le met en prison pour le mettre en quarantaine, sans jugement, sans être condamné. Il va même se tuer en prison, sans même qu'on le déclare, même pas à sa famille. C'est comme ça que ça marche, le champ de bataille secret. Et donc vous devenez l'ami de ce Ali Askari, il pense que vous êtes marocain et vous allez vous rapprocher de lui, de son entourage, vivre à ses côtés ? Oui, même faire des présentations avec sa nièce, et préparer même un mariage et avoir dans la tête la possibilité de vivre en Iran avec des enfants iraniens. Et oui, on va très loin dans ce domaine. Quand j'étais plus jeune, j'avais lu le livre de Eli Cohen en Syrie. Ça m'avait paru un autre monde. On le vit tous les jours en Israël, de plus en plus, parce qu'on continue à vivre ici, dans cette région, dans une région de guerre où on a besoin de savoir qu'est-ce que l'ennemi prépare. Vous le dites, vous avez donc passé plusieurs années sous cette fausse identité. Est-ce qu'à un moment, on oublie vraiment qui on est ? Oui, bien sûr. Des fois, on nous appelle par notre propre nom et on ne se retourne pas parce que... Vous l'avez oublié ? Oui, on est plus... Comme un acteur de télévision, on l'appelle plus par son nom d'acteur que son vrai nom. Et quand on veut rentrer dans une identité, on rentre à 100% tellement on est dedans qu'on oublie l'autre identité. Et... Alors ça va très loin. Vous apprenez par exemple à prier la prière musulmane, mais à la marocaine, pour ne commettre aucun écart. Comment vous apprenez tout ça ? Exactement. Étant donné qu'il y a des différences de prière, il y a des différences même dans la façon de commencer la prière. Ashhadu ilallah commence différemment chez les Iraniens, chez les chiites ou chez les sunnites. C'était plus simple pour moi quand je viens en tant que Marocain qui vit en France et qui n'est pas religieux du tout et qui cherche juste à s'approcher. Donc on t'apprend. À se rapprocher de la religion. Oui, voilà. Tu n'as rien, tu n'as pas de passé, donc on t'apprend. J'étais avec un autre ami que lui n'était pas musulman, qui est juste français, qui n'était même pas agent. Lui ne pouvait pas rentrer dans les mosquées en tant que français, chrétien ou non musulman. Moi, oui, je rentrais dans les mosquées. Lui, il ne pouvait pas s'asseoir autour de la même table avec des femmes iraniennes. Moi, oui. On pouvait même me présenter une femme iranienne puisque je suis jeune musulman. Ainsi, je rentre dans la famille. C'est-à-dire, une fois qu'on est dans la famille et qu'on rencontre quelqu'un comme Ali Askari, qui est beaucoup plus qu'un vice-ministre à cette époque, il peut me ramener pour me présenter son lieu de travail, là où l'Hama, c'est le parlement iranien. Je rencontre des imams iraniens. Je rencontre un futur maire de Téhéran qui deviendra plus tard le président de l'Iran, Ahmadinejad. Et en fait, on est le plus proche de la façon de penser, un peu plus que ce que aujourd'hui les services secrets nous donnent par les techniques, les technologies, les nouvelles technologies. On arrive à avoir les échos de presque tous les coups de fil des Iraniens ou d'autres peuples ou d'autres pays. Quand on est sur place, on voit ça autrement. Est-ce que vous êtes... votre mission a pris fin, évidemment, sinon vous ne sortiriez pas ce livre. Est-ce que vous êtes recherché aujourd'hui par l'Iran ? J'imagine que oui, puisque je raconte dans le livre en 2006 ou en 2007, quand je suis arrivé en tant que touriste en Bulgarie et que j'étais recherché. Donc j'imagine que oui, ça a frappé sur leur ego et que oui, je suis recherché. Alors, on le rappelle, le titre de votre livre, Une bombe à retardement, c'est votre sonnette d'alarme, Michel Benami, pour que le monde se réveille face à cette bombe à retardement. Quel programme nucléaire iranien ? Restez avec nous. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous en parler. Et on continue de parler de renseignements et du Mossad avec ces nouvelles révélations dans l'affaire du prisonnier X, Cyril Amar. Quelles sont ces nouvelles révélations ? Et peut-être un petit rappel des faits pour les téléspectateurs qui l'auraient oublié. En février 2013, après des mois d'investigation, la chaîne de télévision australienne ABC révèle qu'un citoyen australien de 34 ans répondant au nom de Benziger, vous le voyez sur l'écran, a été retrouvé pendu
dans sa cellule de la prison de haute sécurité d'Ayalon en Israël. Ce jeune juif australien ayant émigré en Israël 12 ans auparavant, en 2001, avait été recruté par le Mossad pour espionner contre l'Iran. Mais voilà, en 2010, il est arrêté par le Shin Bet, les services de sécurité intérieure, et détenu sous le nom de prisonnier X après avoir trahi la confiance de ses supérieurs. Alors, quels sont les faits qui lui sont reprochés à Ben Ziger à l'époque? Eh bien, tout simplement, Ziger a débuté en tant qu'agent du Mossad en 2005. Il se fait embaucher dans une société italienne qui fabrique du matériel électronique de haute technologie, vendu notamment en Iran et en Syrie. C'est sous cette fausse identité que Ziger va visiter l'Iran, la Syrie, mais aussi le Liban, avec son passeport passe-partout, son passeport australien. Mais voilà, brusquement, le jeune juif australien perd intérêt pour son travail. Il se fait licencier, il revient en Israël, où le Mossad, cette fois-ci, le confine à un poste plus administratif, moins opérationnel, ce qui provoque beaucoup de frustration chez Ben Ziger. Il tente de se racheter, il prend l'initiative d'obtenir des informations de la part du Hezbollah, et ce sont précisément ces rendez-vous avec des membres du Hezbollah en Europe de l'Est qui lui valent d'être arrêté pour trahison. Il aurait notamment livré les noms d'au moins 2 informateurs iraniens, voilà pourquoi il est détenu dans sa prison dans sa cellule de la prison Ayalon. Voilà pour la version la plus admise, la version des faits la plus admise par les médias, mais un nouveau livre contredit cette hypothèse. C'est un ouvrage qui est signé Raphaël Epstein, c'est un journaliste australien qui connaissait Ben Ziger et qui prétend que Ben Ziger a été incarcéré après avoir délivré à un homme d'affaires iranien des informations sensibles sur des opérations du Mossad à Téhéran, des opérations auxquelles il prétend lui-même avoir pris part. Alors, dans un extrait du livre qui est publié vendredi dernier par le quotidien australien The Age, on peut lire que Ziger en a tout simplement trop dit aux mauvais hommes et aux mauvais endroits. La scène se déroule sur le campus de l'université de Monash à Melbourne, où Ben Ziger suit un 3e cycle. C'est là qu'il rencontre un homme d'affaires iranien à qui il va confier des informations confidentielles sur les opérations d'espionnage visant l'Iran et à laquelle il prendrait part. Les bavardages de Ben Ziger arrivent alors aux oreilles des autorités iraniennes à Téhéran, qui les communiquent aussitôt à leur chancellerie en Europe. Et ce sont ces messages électroniques qu'Israël, grâce à ses moyens de surveillance sophistiqués, gigantesques, parvient à intercepter, à décoder, à traduire pour compromettre et incarcérer celui qui deviendra le prisonnier X. Michel Bani, vous y croyez à ces nouvelles révélations qui sortent dans ce livre australien? C'est les révélations. Le problème de Ben Ziger, c'est d'avoir discuté avec ce journaliste, pas plus. Ce journaliste, Raphaël, sait beaucoup plus que nous. Qu'est-ce que Ben Ziger lui a dit ou ne lui a pas dit? Par contre, par rapport à ce qu'il dit dans son livre, que Ben Ziger lui a communiqué la date qu'Israël allait attaquer en Iran, je ne pense pas que Ben Ziger aurait pu avoir cette information. Oui, on était au courant en Israël qu'il y avait un exercice à Tselim Bet pour si Israël devrait attaquer en Iran. Mais la date était... s'il y avait une date pareille, entre les mains du Premier ministre et du ministre de la Défense, et pas plus. Donc je pense qu'en gros, le livre est vrai, mais les petits détails, c'est à revoir. Pour finir, vous comprenez que son histoire est si mal tournée, psychologiquement, humainement. Vous concevez ce qu'il a vécu, Ben Ziger? Oui, je pense qu'un agent, c'est pas simple parce qu'il est sous une loupe dans le pays où il fonctionne et aussi par rapport au pays pour qui il fonctionne. Je raconte dans le livre une discussion que j'ai eue avec le chef du Mossad où, dans sa discussion, il me dit Nahum Inbar, c'est un autre Israélien encore qui est en prison. Et il me dit Nahum Inbar est en prison. C'est presque me dire on va t'emprisonner. C'est très compliqué. Merci beaucoup Michel Benami, merci beaucoup Cyril. À suivre dans le Morning, l'Arizona en ébullition après un projet de loi anti-gay, une loi qui autorise les commerçants à refuser de servir les couples homosexuels. La gouverneure vient d'y opposer son veto, on y revient après un nouveau journal. Cette édition du Morning avec l'actu sur Internet. Quel est le bad buzz du jour? L'image à ne pas manquer ou le tweet qui fait du bruit? C'est tout de suite dans la revue du web.
Rudy Saada, bonjour. Et on commence cette revue par une image d'une manifestante ukrainienne qui avait ému le web il y a quelques jours. Oui, alors c'était il y a 5 jours, déjà lors des heures les plus sanglantes, des heures les plus sanglantes de la place Maïdan en Ukraine. C'était Oliesa Zorowskaïa. Elle avait ému et inquiété aussi la twittosphère avec, regardez, on voit cette photo, elle tweetait avec ce tweet glaçant « Je meurs ». Elle avait donc littéralement tweeté sa mort en direct, en tout cas c'est ce que croyaient les internautes. Depuis, elle les a rassurés, elle est bel et bien vivante et elle se remet de ses blessures, comme en témoigne ce matin cette image partagée sur internet où elle nous présente la balle qui l'a touchée depuis sa chambre d'hôpital, image très impressionnante et de celle qui restera un des visages sans conteste de ce mouvement Euromaidan en Ukraine. Elle va bien, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Allez, on part du côté des États-Unis à présent, en Arizona, où une loi anti-gay fait scandale et le web est en ébullition. No cake for gay, littéralement pas de gâteau pour les gays. C'est le surnom donné à cette loi de discrimination proposée et surtout adoptée il y a 2 jours en Arizona. Alors cette loi, elle autorise les commerçants et les prestataires de services à refuser de servir des couples gays au nom en fait de la liberté de conscience et de la liberté religieuse. Il faut dire que l'Arizona est un État connu pour ses positions ultra conservatrices et pro-armes à feu. Les réactions d'effroi se sont multipliées sur Internet, comme vous le voyez avec ce tweet par exemple de Zach Green qui dit « Jésus nous a dit de nous aimer et de surtout ne pas nous juger », alors que pour l'Arizona, la discrimination est considérée comme une liberté religieuse. Et donc la mobilisation s'est faite aussi avec cette série d'écriteaux qui voulait en fait mettre en lumière les dangers de discriminer en rapprochant d'autres discriminations possibles. Alors on y voit, nous réservons le droit de ne pas servir les femmes, les juifs, les tatoués, les non-blancs, etc. Et certains sont allés jusqu'à donc détourner cette loi en affichant sur leur porte de leur restaurant « Nous ne servons pas, nous réservons le droit de ne pas servir les législateurs de l'Arizona ». Et hier, coup de théâtre, Jan Brewer, gouverneure républicaine pourtant de l'Arizona, a mis son veto et a annulé cette loi qui a fait scandale. Je la cite, cette loi pour elle est formulée en termes généraux, elle pourrait avoir des conséquences involontaires et négatives. Alors la gouverneure, elle a posé son veto parce qu'elle s'opposait idéologiquement à la loi ou juste parce que ça a fait le scandale? Pas forcément. En fait, si le tollé a été général aux États-Unis, c'est plutôt du côté économique qu'il faut voir l'explication de ce veto. Beaucoup d'entreprises, comme par exemple Apple, qui sont très implantées dans cet État, ont fait pression et se sont engagées contre cette loi et en faisant remarquer que cette loi allait contre l'attractivité économique de l'État, comme ce tweet que vous voyez de William Raymond qui dit « Plus qu'un tsunami politique, l'Arizona ne pouvait pas se permettre les conséquences économiques d'une loi de discrimination ». Voilà pour l'Arizona. Allez, on reste aux États-Unis avec une belle histoire d'Internet, comme vous aimez nous les raconter, oui. Rudy. Alors, depuis la disparition de sa femme, la seule passion de Harold Kruger, c'est un vétéran américain de 90 ans, c'était d'aller chercher son courrier. Et donc, attristé par la solitude, la monotonie de la vie de son père, sa fille a eu la bonne idée de lancer par Facebook un appel où elle explique le parcours exceptionnel que son père a eu. Notamment, il a participé à des opérations à Cuba, en Corée ou en Chine. Et elle dit ceci: depuis la mort de sa femme et de sa meilleure amie, le meilleur moment de sa journée, c'est quand il va chercher son courrier. Mais pour l'instant, il ne reçoit que des factures et mon père n'a pas Internet. Elle a demandé donc aux internautes de lui envoyer des lettres pour son anniversaire qui était la semaine dernière, le 21 février dernier. Magie d'Internet. Résultat, plus de 1000 lettres sont arrivée de 47 États des États-Unis chez le vétéran Harold, des lettres d'enfants, des lettres d'adultes, dont les passages les plus croustillants ont été publiés par la fille d'Harold sur son propre mur Facebook. Donc voilà, une belle histoire d'Internet. Voilà. Harold sera content. Allez, on ne présente plus le selfie. On sait désormais tous ce qu'est un selfie. Ce matin, vous nous parlez d'une application qui va peut-être trop loin. Oui, alors le selfie est devenu universel, source de toutes les attentions, de toutes les études et convoitises. Et Matthew Pegula, c'est un développeur et tout nouveau papa. Il a eu l'idée de développer une application pour que votre bébé fasse lui-même ses selfies. Ça s'appelle Baby Selfie. Le principe est ultra simple. L'application diffuse des images, des couleurs, des sons qui vont amuser l'enfant avec votre portable et donc qui vont l'amener à porter le téléphone à bout de bras et à cliquer sur l'écran pour déclencher la photo. C'est assez effrayant. Le plus effrayant à savoir, c'est que 81% des enfants de moins de 2 ans ont déjà une
identité numérique sur Internet grâce ou à cause des photos postées par leurs parents sur les réseaux sociaux. Donc avec cette application, le papa ou la maman n'auront plus qu'à cliquer tout simplement sur share, partager. Et donc voilà cette nouvelle application Baby Selfie. Directement on partage sur Facebook. Ah oui, c'est un partage direct et donc elle est disponible, elle est payante quelques dollars. Alors j'ai fait tester l'application à notre Virginie Khalifa nationale. Elle a eu. Alors elle s'est amusée beaucoup avec les couleurs, les dessins. Voilà ce que ça donne. C'est quand même plutôt réussi. C'est très joli. C'est très réussi. Ouais, elle a l'art du selfie. Mais c'est devant la chaîne, ça. C'est ça. Bon, mais Virginie n'est plus un bébé. Oui, mais elle s'est bien amusée quand même. Ils n'ont pas pensé au fait que les bébés, ils mettent tout ce qu'ils trouvent en bouche. Oui, moi, aussi. Mon bébé a mon portable dans la main, donc c'est pas terrible pour le selfie. Absolument. Et puis surtout, il ne paye pas la réparation quand il est... Voilà, par contre, il est où le selfie de Rudy ? C'est vrai. Parce qu'on parle toujours de moi, mais personnellement, on est censé le prendre soi-même. Je vous le promets. Demain ? Pour votre anniversaire. Ah non, on a le temps. Il va falloir le faire avant. Voilà, une promesse qui n'arrivera jamais. J'imagine. On termine, Rudy, par un nouvel animal star du net. Oui, alors je vous le dis, les chiens, les chats sur Internet, c'est ringard, c'est has-been. Le nouvel animal devenu coqueluche du net, c'est une raie. Oh mon Dieu. Une raie, plutôt un bébé raie qui nous offre en fait une belle chorégraphie. La vidéo a été prise au Hartfield Marine Science Center à Newport aux États-Unis. Et donc ça nous apprend aussi qu'une raie a des pattes et qu'elle sait s'en servir. On regarde. C'est marrant. Vous trouvez ça joli, Virginie ? C'est étrange, mais c'est mignon. Enfin, j'aimerais pas j'aimerais pas être dans l'eau avec ça, mais. Et ça fait le buzz, beaucoup de vues. On en est à 600 000 vues ce matin. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Allez, elle vient d'être postée, la vidéo. Elle a été postée il y a quelques jours, et puis maintenant tous les sites de buzz la reprennent, et c'est devenu une nouvelle coqueluche du raie. La danse des raies. Peut-être Grumpy Rae bientôt, on ne sait donc, pas. Si on veut se faire remarquer, il faut poster des raies sur Internet. C'est ça. D'accord. C'est noté. C'est pour la prochaine, ça. Voilà. Vous avez les idées derrière la tête. C'est tout pour le web ce matin ? C'est tout. Bon, merci beaucoup d'être venu rester avec nous, Rudy. Nous sommes le jeudi 27 février, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres de l'actualité ce matin. Oubliez Jérusalem comme capitale palestinienne. Les Américains auraient proposé à Mahmoud Abbas de faire du quartier de Beth Hanina leur capitale. C'est une information signée par le journal Al-Quds. Ce matin, en tout état de cause, Washington resserre la pression sur les deux parties. Obama relève ses manches et prévient personnellement Netanyahou qu'il a tout intérêt à accepter l'accord-cadre. Je vous rappelle que les deux hommes doivent se rencontrer à la Maison-Blanche lundi prochain. A noter également ce matin que l'armée israélienne renforce ses effectifs sur le front nord, à la frontière avec le Liban. Le niveau d'alerte a été relevé après les menaces du Hezbollah de riposter, quand bon lui semble, au double raid de Tsahal lundi soir. Amnesty accuse Israël d'avoir, je cite, la gâchette facile en Cisjordanie. Dans un rapport de 87 pages publié ce matin, l'organisation de défense des droits de l'homme dénonce le recours disproportionné à la force contre les Palestiniens par Tsahal. Enfin, Bachar al-Assad poursuit, lui, sa politique de la terreur. Le régime a arrêté et confisqué les biens des familles des représentants de l'opposition. À Genève 2, le département d'État américain a vivement condamné cette nuit. Virginie, avec vous ce matin, on parle tout d'abord de breakdance à Jérusalem. Exactement. Alors, je vais demander d'abord à Rudy de nous faire un petit show en live sur le plateau. Si c'est... Moi, j'ai pisciné. Ah, vous avez pisciné, voilà, vous l'avez. Eh bien, qu'est-ce que vous faites en plateau ? Je présente la raie. Bon, alors revenons à notre sujet. Alors, la breakdance. Je vous laisse avec l'arrêt. Alors, la breakdance, effectivement, c'est peut-être le nouvel art à Jérusalem, celui en tout cas qui se développe de plus en plus. Alors, certes, on n'est pas dans le Bronx, mais les Israéliens ont su imposer leur style, alors qu'ils soient d'origine russe, éthiopienne ou ukrainienne ou tunisienne. Rudy, les jeunes sont de plus en plus nombreux à pratiquer le breakdance dans le pays. Les meilleurs d'entre eux participent à des battles qui attirent de plus en plus de monde dans le village de la jeunesse. C'est quoi les battles ? Alors, les battles, c'est par exemple Rudy face à moi. Je vais commencer à danser et faire un show de breakdance comme vous le voyez sur l'image.
Donc les gens vont applaudir, on va savoir si ça plaît. Et si Rudy répond à ma danse par une autre danse un peu plus spectaculaire, eh bien on rentre dans un battle, donc dans un combat de danse. Et si les gens applaudissent plus pour Rudy que pour moi, eh bien c'est lui qui a gagné le battle. Exactement. Donc c'est comme ça que ça se passe au village de la jeunesse sioniste du docteur Israël Goldstein de Jérusalem. Alors le breakdance, je vous en parle souvent en ce moment, c'est un sport qui a de plus en plus la cote dans le Moyen-Orient. Alors on l'avait vu avec la Tunisie et puis ces jeunes qui se regroupaient pour pouvoir lutter pacifiquement contre les idées des salafistes. En Israël, eh bien, cette danse se développe depuis à peu près 5 ans avec un concours international, le Floor Masters, qui commence à s'imposer eh bien, dans le monde. Barbara, en 4 ans, on est passé de 350 à 1000 participants. Alors pour les jeunes, c'est une façon de parler le même langage, quelles que soient leurs origines. On a vu les images de danseurs israéliens. Eh bien, moi, je vous ai réservé quelques images qui nous viennent tout droit des États-Unis, plus précisément à New York, où a commencé le breakdance. Regardez. Alors voilà pour la danse, on parle musique à présent, en Israël, avec un opéra en plein désert. Exactement Barbara, alors je vous avais déjà présenté ce concert de David Guetta auquel je m'étais rendue avec 20 000 personnes, 9 DJ, une ambiance incroyable. La vidéo de cet événement vient d'être lancée sur la toile, en voici tout de suite un extrait. Passé à Masada, c'était la folie, à moins 424 mètres sous le niveau de la mer, c'est le point le plus bas de la Terre. Alors même endroit, mais changement d'ambiance, l'électro laisse place à de l'opéra. Alors en 2010, on avait eu le droit à Nabucco de Verdi, en 2011 c'était Aïda, et en 2012 Carmen de Bizet. Cette année c'est la Traviata de Verdi et pas de Rudy qui s'invite à Masada. Une atmosphère, oui Rudy, je pense toujours à vous, une atmosphère particulière pour un concert de taille avec les musiciens de Rishon LeZion et le chef d'orchestre Daniel Oren. Je vous rappelle que cet opéra reprend l'histoire d'une courtisane à Paris dans les années 1840. En voici tout de suite un extrait. Alors, cet opéra, à Masada, on sait pour quand, pour les intéressés Prévu pour le mois de mai. Prévu pour le mois de mai. Bon, c'est toujours très impressionnant en tout cas, hein, plein désert. En plein désert, d'avoir cette ambiance, tous les musiciens, ce jeu de lumière, et puis se retrouver à Masada. Alors c'est vrai que moi je l'avais fait pour ce concert de David Guetta, c'était complètement la folie, mais alors là c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus classe. On a des gens qui viennent aussi du monde entier pour apprécier un opéra. Juste, je vous demande de vous imaginer en plein désert, le soir, avec une température assez agréable et puis d'assister à un concert énorme avec autant de musiciens. C'est comme dans un rêve. Vous y êtes déjà. Hein. Alors, je suis pas grand fan d'opéra, mais c'est vrai que le cadre fait qu'on a vraiment envie d'y aller et de profiter de ce moment, quoi. On peut qu'apprécier ce genre d'événement.
Voilà pour cet événement, le rendez-vous est pris. On termine en musique toujours avec une artiste israélienne, c'est votre coup de cœur du jour. Exactement, c'est mon coup de cœur du jour. Il s'agit d'Esther Rada, une beauté d'origine éthiopienne. Alors sa musique jazz éthiopien, israélo reflète en fait toute son histoire de petite fille juive éthiopienne qui a grandi dans une famille religieuse, dans des conditions plutôt modestes. Rudy, vous la connaissez? Oui, je la connais, ouais. Et elle a énormément de talent. Elle est incroyable. Je l'ai écoutée aussi, c'est vrai qu'elle me fait penser à d'autres artistes comme Erykah Badu ou toutes ces divas noires américaines. Elle a vraiment une puissance dans la voix et c'est quelqu'un de très sensible et on le ressent dans sa musique. Et d'ailleurs, je pense que sa vie lui a permis aujourd'hui d'avoir cette envie de réussir pour pouvoir changer son mode de vie. C'est certainement aussi ce qui lui a donné la rage et la force pour pouvoir avoir un tel succès dans la musique. Alors, elle s'est révélée au public l'année dernière lors du festival Indie Negev et aujourd'hui, eh bien, on va la retrouver en France. Voilà, une grande carrière qui s'annonce. Merci beaucoup à Virginie, merci beaucoup Rudy. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une très belle journée, portez-vous bien et on se quitte avec Esther Rada. While you're looking astray, while ignoring the pain, love